pour analgésie à domicile limitée au cadre du cathéter et de la perfusion, c'est l'intitulé. Voilà, merci de m'avoir invité pour vous parler de ça. Alors effectivement, l'ambulatoire, c'est compliqué. On a cru que c'était simple, hein, faire sortir les gens à la maison. Mais en fait, les faire sortir à la maison, toutes choses étant égales par ailleurs, par rapport à une hospitalisation, c'est ça le vrai défi. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on a fait un peu on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a déjà fait sortir nos patients. Et maintenant, on se dit, mon Dieu, ils ont mal. Alors, déjà, il ne faut pas se tromper sur les attentes du patient. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant les patients à la maison, on a cru que de fait, on allait améliorer leur vécu, améliorer leur satisfaction. C'est comme ça que ça a été vendu. En fait, c'était une démarche économique à la base, hein. C'était pour faire des économies de santé. Ça a été promu par l'ANAP. Il y avait 3,6 milliards d'économies à faire. Il ne fallait pas s'en priver. Bon, nous, on a trouvé quelque chose là-dedans pour avaler la pilule, c'est dire les patients seront mieux à la maison. Ce n'est pas forcément vrai, et il faut aussi prendre en compte les attentes du patient une fois qu'il est à la maison. Et par exemple, sur la chirurgie orthopédique, Karine a montré que c'était une problématique majeure de la chirurgie ambulatoire. En fait, les patients, leur principal problème, c'est la douleur. Okay, ce n'est pas le périmètre de marche, ce n'est pas la fonctionnalité. D'accord ? L'indication d'une prothèse totale de genou ou d'une prothèse totale de hanche, c'est la douleur. C'est rarement un sportif de haut niveau qui vient se faire opérer d'une PTG ou d'une PTH. Alors les orthopédistes se rêvent tous d'être des chirurgiens du sport. C'est loin d'être le cas. En fait, c'est des anesthésistes ratés parce qu'en fait, ils soulagent les patients, juste. Ils font que mettre des prothèses qui va soulager les patients. Et on se dit que, en fait, il faut un range of motion à 90 degrés pour réussir une prothèse du genou. Non, c'est faux. Il faut une sédation de la douleur. Sauf que quand on décide, pour réaliser cette sédation de la douleur, d'entraîner un pic majeur de douleur périopératoire et de risquer une chronicisation de la douleur, on fait d'une maladie aiguë une maladie chronique. On a tout raté. Et on participe à ça. Ce qui est à l'origine d'une différence entre la satisfaction du chirurgien et la satisfaction du patient. Et vous voyez qu'en fait, les principales causes d'incohérence entre la satisfaction du chirurgien et la satisfaction du patient, c'est qu'en fait, les attentes du patient n'ont pas été prises en compte. Le patient vient dans le cabinet du chirurgien pour être soulagé, il repart avec un range of motion à 90 et une douleur chronique. Les attentes ne sont pas respectées. Et puis les patients sont souvent un peu inquiets vis-à-vis de la démarche ambulatoire. Plus des 2/3 des patients qui doivent être opérés d'une chirurgie prothétique de hanche ou de genou ne souhaitent pas d'ambulatoire, en fait. Okay. Donc nous, en plus de ne pas prendre en charge correctement leur douleur, on les met chez eux. Okay. Donc vous avez compris qu'on prend quand même le mauvais départ. C'est pour ça qu'il n'y a que 4% de PTG en ambulatoire en France. Alors qu'on pourrait faire 80%, 65% selon les critères qui sont retenus. Mais parce qu'en fait, on n'a pas réglé le problème de la douleur. On ne l'a même pas réglé en hospitalisation. Comment voulez-vous qu'on le règle en ambulatoire? C'est complètement aberrant. Okay. On sait qu'une chirurgie de hanche, c'est un peu moins grave qu'une chirurgie de genou et c'est un peu moins grave qu'une chirurgie d'épaule en termes de douleur. Quand on voit les profils d'évolution des douleurs, on voit que c'est l'arthroscopie de l'épaule qu'on nous a vendue comme la résolution des douleurs de l'épaule, ce n'est pas du tout le cas, ça fait aussi mal qu'une chirurgie en open. Et en tout cas, ça fait mal au-dessus de 4. Au-dessus de 4, on est sur une douleur. En fait, je pense qu'il faut voir la douleur de façon dichotomique. On a mal, on n'a pas mal. Quand on a mal au-dessus de 4, on est à risque de chronicisation douloureuse. Okay, pas seulement sur les 24 premières heures, sur les 4 premiers jours. L'ambulatoire, c'est le patient rentre chez lui le soir même. Et il rentre avec souvent pas d'ALR, pas de stratégie analgésique autre que des opioïdes. Alors, on va peut-être faciliter leur prescription, donc ça va permettre de répondre à l'exigence immédiate et impérieuse de soulager les patients, mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné, ça veut dire qu'on a tout loupé en fait. Si le patient doit prendre des opioïdes, c'est qu'on est arrivé jusqu'à la dernière limite de notre capacité thérapeutique et qu'en fait on tire la sonnette d'alarme, on dégaine les opioïdes. Alors aux États-Unis, c'est 149 morts par jour. En France, c'est plus 160% d'hospitalisation pour mes usages des opioïdes prescrits. Et on n'a plus que doublé la mortalité ces 10 dernières années. C'est les données du CEPI-DC. Donc certes, on n'est peut-être pas au même niveau en valeur absolue, comme pour tout avec les États-Unis, mais en tout cas, notre pente est comparable. Notre pente descendante, en fait. Alors on nous a dit la dexaméthasone, c'est merveilleux. Non, ça ne marche pas, ça marche 12 heures. On nous a dit l'infiltration périarticulaire, c'est merveilleux. Non, ça ne marche pas, ça marche 5 heures.
Okay, c'est les 4 premiers jours qui comptent. Et donc, on se retrouve, désolé, je vais encore vous parler des cathéters. En même temps, on me fait parler de ça, donc je vais en parler. Mais je sais que ça embête tout le monde, les cathéters, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a que ça qui marche en fait. Le principal problème, c'est la chirurgie orthopédique. On a vu, la chirurgie de la hernie inguinale, ce n'est pas tellement un souci en termes de douleur. La cholécystectomie, ce n'est pas tellement un souci en termes de douleur. C'est que la chirurgie orthopédique, c'est là où il y a le plus de risque de chronicisation. C'est là où il y a le plus de risque de douleur non contrôlée. Okay. Donc, on a fait une étude. Alors, c'était déjà démontré que le cathéter, ça marchait, mais en hospitalisation. Alors on s'est dit, tiens, on va refaire encore une étude, mais cette fois-ci en ambulatoire, pour montrer que c'est possible aussi en ambulatoire. Et on s'est dit, on ne va pas se limiter à une seule chirurgie, parce qu'après c'est, oui, alors le bancarte sans remplissage, ça marche, mais le bancarte avec remplissage, ça ne marche pas. Donc alors moi, je ne mets toujours pas de cathéter. Non, on a pris toutes les chirurgies orthopédiques qui étaient dans les RFE SFAR, qui nécessitaient potentiellement la mise en place d'un cathéter périnerveux. Okay. Ça veut dire qu'on a de l'épaule, on a de la hanche, du genou, on a de la cheville, on a un peu tout. Okay. Et on a utilisé comme critère de jugement principal un score de vécu périopératoire. Pourquoi? Parce que c'est un score global. C'est un score qui va être synthétique, et je vais me dépêcher parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Eh bien, vous ne savez pas quoi? Le cathéter, ça améliore le vécu de la douleur. De 10 points, ce qui est énorme, d'améliorer le vécu, l'expérience du patient, quand on utilise une vraie échelle, parce que quand on demande au patient s'il est content, on a toujours 98% de satisfaction, donc il ne faut pas se gargariser de ça. Ça veut dire qu'on a 98% de patients qui sont satisfaits à 51%, parce que c'est une échelle dichotomique. Okay. Donc il faut utiliser une vraie échelle, il y en a, on en a développé, il y a aussi le PROMIS qui est très bien. Quand on utilise une vraie échelle, 10 points c'est majeur. L'attention qui est portée aussi aux patients, c'est majeur. Et sur le score global, c'est-à-dire rien que le fait d'intervenir sur la douleur, ça améliore le vécu global du patient. Le vécu global du patient, c'est plein de choses. Votre vécu global, votre source de bonheur quotidienne en tant qu'individu, ce n'est pas qu'un aspect de votre vie. C'est pareil pour la douleur, c'est pareil pour le vécu global du patient post-opératoire, mais c'est tellement important, ça leur pourrit tellement la vie d'avoir mal, que quand vous résolvez ce problème, vous avez tout gagné. Alors sur la douleur, les EN max, c'est 2 quand on a un cathéter, c'est 5 quand on n'en a pas. On ne parle pas de chirurgie prothétique du genou. On ne parle pas de prothèse d'épaule. On parle de ligaments croisés, on parle de ligamentoplastie de cheville, on parle de coiffe de rotateur. Donc on n'est pas sur de la chirurgie majeure. Il y a déjà une différence majeure. Si on était sur de la PTG, on aurait probablement 7 ou 8 de EN max dans le groupe sans cathé. Et sur l'épargne morphinique, ça c'est intéressant, parce que je pense qu'il faut épargner les morphiniques au maximum. Les morphiniques après une prothèse totale du genou, c'est 60% de toutes les complications. 60%. Vous ne faites pas de morphinique, vous divisez par 2 le risque de complications post-opératoires. C'est intéressant en ambulatoire, quoi. Et l'épargne morphinique avec un cathéter, c'est 38 mg en 3 jours. 38 mg. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors ça c'est pour vous dire que le protocole anesthésique était contrôlé, c'est-à-dire que l'induction anesthésique c'était pareil pour tout le monde avait de la Dexa, donc les patients qui avaient une injection unique, ils avaient de la Dexa, et ils avaient une analgésie multimodale, la fameuse qui est censée résoudre tous les problèmes, paracétamol, kétoprophène, néfopam. Okay. Et donc, il y avait un groupe KT et un groupe où ils prenaient que de l'oxycodone. Quand on regarde l'étude Octopus de Hélène Belloy, qui évaluait la puissance de l'analgésie multimodale sur l'opioïde sparing, quand on ajoute paracétamol, néfopam, kétoprophène versus placebo, on a 26 mg d'épargne morphinique seulement. Quand on a une analgésie multimodale pour tout le monde et qu'on a un cathéter en plus, on a 38 mg d'épargne morphinique. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de ce traitement, en fait. Les patients sont mieux sur le plan émotionnel et il n'y a aucun impact sur la récupération fonctionnelle. Arrêtez de croire que mettre un cathéter, ça empêche vos patients de récupérer d'un point de vue fonctionnel. C'est faux, archi faux, c'est de la connerie. Okay. Quand vous évaluez les choses, il y a 0 différence. Alors bien sûr, il y a moins de nausées, bien sûr, il y a plus de mobilité. On avait mis un tracker d'activité qui mesurait l'énergie cinétique, donc c'est objectif, généré par le patient. Les patients bougent plus quand ils ont un cathé parce qu'ils ont moins mal, ils font leur vie. Il y avait moins d'hématomes et d'infections, ça c'est surprenant. Et il n'y avait pas de risque de chute, ça aussi on va régler le problème. Alors, je dois aussi parler des perfusions. Je ne sais pas très bien ce que ça fait dans l'ambulatoire. Je sais qu'il y a certaines équipes qui font de l'acupan.
en perfusion. Alors déjà, il faut se demander pourquoi on doit faire de l'acupuncture en ambulatoire. C'est qu'en fait, la douleur, c'est pas résolu. Donc, on n'a pas envie de faire des opiacés parce que c'est difficile à prescrire. Donc, on va se dire, tiens, je vais mettre une HAD. Ça me permet d'avoir du feedback sur mon patient. Ça permet de regarder le pansement, de gérer la phlébite. Et puis, je vais lui faire une perf de néphopam au passage. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Le néphopam, oui, ça marche. Ça marche sur l'épargne morphinique. Ça marche sur la douleur. Mais en fait, faites le péros. Okay. Ça, c'est le profil pharmacocinétique avec les concentrations plasmatiques. Quand vous faites de l'IV ou du péros, vous voyez qu'en IV, il y a un pic plasmatique qui est beaucoup plus précoce sur le néphopam, bien sûr, c'est de l'IV. L'effet de premier passage hépatique, en revanche, sur la prise orale, va entraîner un premier métabolite qui est le haut-desméthylnéphopam, qui est bien plus important, qui est doublé en concentration par rapport à la voie IV. Donc au final, c'est kiff-kiff. Quand vous faites de l'IV, c'est le néphopam qui marche. Quand vous faites du péros, c'est le haut-desméthylnéphopam qui marche. Donc à la fin, vous faites exactement la même posologie et vous avez les effets antinociceptifs, anti-hyperalgésiques, anti-NMDA. Vous avez de nouveau un palier 2 qui n'est pas cette saloperie de tramadol, excusez-moi, qui est la première cause de mortalité en France sur les effets indésirables des médicaments, je vous le rappelle. 10% des patients qui ont une mauvaise tolérance du tramadol. Donc le néphopam, c'est génial. Et j'ai vu à la SVAR que ça revenait en France en péros. Moi, ça m'a fait la semaine, quoi, en fait. Parce que je prescris du néphopam en ampoule et j'explique aux patients sur mes consignes qui peut le prendre en péros. Et je n'ai pas le droit de l'écrire sur l'ordonnance, sinon la pharmacie refuse de le délivrer. Donc je dois bricoler comme ça. Il y a toujours des patients qui me disent « Mais vous m'avez prescrit des ampoules, comment je fais pour me les injecter ?» Je fais pop, 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 avalez-les. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc le néphopam, je trouve que c'est une super nouvelle. Le néphopam péros, voilà, le nouveau palier 2 qui revient, quoi. Et ce n'est pas un agoniste morphinique. Alors, on m'a dit cathéter. Alors cathéter, on n'a pas précisé cathéter périnerveux. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être dire un mot sur les cathéters d'infiltration, parce qu'il y a peut-être des gens que ça intéresse. On va encore parler de la prothèse, parce que c'est là-dessus que l'infiltration, on en a beaucoup parlé sur la prothèse du genou. Déjà, ça ne marche pas en aigu. Okay. L'infiltration périarticulaire, ça marche, mais ça marche que quelques heures. Juste le temps de mettre le patient dehors. Sur la douleur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à 3 mois et à 12 mois, il y a des effets rémanents. C'est-à-dire que les patients, ils ont toujours mal. Oui, ils se sont chronicisés, ils ont eu mal en aigu. Le premier facteur de risque de chronicisation douloureuse, c'est la douleur aiguë. Si votre patient a de la douleur aiguë, il va se chroniciser. S'il n'a pas de douleur aiguë, il ne se chronicisera pas. Vous ne risquez pas de nouveau de développer une douleur chronique, okay, si vous n'avez jamais été exposé à la douleur aiguë. Donc, épargnez ça à vos patients. En termes de consommation analgésique, même à 12 mois, les patients continuent d'utiliser plus d'antalgiques quand ils ont eu l'infiltration périarticulaire par rapport au cathéter périnerveux. Okay, donc vous transformez vos malades en malades chroniques. Okay. Et le 6-minute walking test, à 12 mois, il est meilleur quand on a eu un cathéter par rapport à l'AELIA. Essayer de marcher avec un caillou dans la chaussure, c'est difficile. Quand on a mal au genou, on ne marche plus. Donc la récupération fonctionnelle est gênée. Okay. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait de bouger dans les 3 jours post-opératoires. On demande à des obèses de 130 kg qui ne marchent plus, qui ne montent plus leurs escaliers depuis 3 ans, qui viennent se faire opérer d'une prothèse de genou, de faire des squats à J2, quoi. Et on se dit, c'est génial, vous avez la mobilité, vous n'avez pas de cathéter, donc vous pouvez bouger la jambe. Mais ils s'en foutent, les gens. Ils hurlent de douleur et ils prennent de l'oxycodone au fond du lit. Alors, il n'y a pas que l'orthopédie. Bon, là, c'est un autre truc sur les... C'est toujours de l'orthopédie sur l'intra-articulaire. Bon, il y a plus de risques d'infection. Et même Kellett dit qu'il ne faut pas mettre de cathéter périarticulaire, alors que c'est quand même celui qui a vendu la Elia à tout le monde. Donc ça, je pense que c'est réglé. Après la mastectomie, ça ne marche pas. Okay. Après l'hystérectomie, ça ne marche pas non plus. Après la cholécystectomie, ça ne marche pas. Donc bon, les cathéters d'infiltration, c'est pas terrible. En fait, c'est des chirurgies qui posent moins de problèmes en termes de douleur post-opératoire. C'est aussi pour ça que ça fait partie des actes marqueurs de la chirurgie ambulatoire et qu'on a ciblé les objectifs. Et d'ailleurs, ces objectifs, comme le disait quelqu'un dans la salle, on les a déjà atteints sur ces chirurgies-là. Par contre, passer de 4% de PTG en ambu à 68%, ça va être le vrai challenge. Donc, on finit sur les cathéters périnerveux. Non, ça ne se déplace pas. Étude de Fredrickson, 1458 cathéters, taux de déplacement 1%. Je pense que quand un traitement fonctionne dans 99% des cas, on peut dire qu'il est fiable. Non, ça ne gêne pas la mobilisation. Les patients ont déjà un déficit quadricipital en préopératoire.
ils ne marchent plus, donc ils ne contractent plus la jambe, ils ont déjà une amyotrophie, donc en post-op, quand on fait des tests, on retrouve cette amyotrophie, on retrouve ce déficit. Et ce qui compte, c'est à 1 an. À 1 an, vous voyez, à 52 semaines, c'est là que ça compte en fait. Non, ça ne fait pas tomber. Étude de Memsoudis, petit effectif, 192 000 patients. Okay. Analyse multivariée, le cathéter ou le bloc nerveux fémoral n'arrivait même pas au seuil de significativité de 0,2 pour être inclus dans l'analyse multivariée, tellement ça n'avait rien à voir en fait. Donc non, ça ne fait pas tomber. Méta-analyse d'Albrecht, non, ça ne fait pas tomber. Et puis un dernier petit papier, encore un petit effectif, 98 000 patients, non, ça ne fait pas tomber. Voilà. Donc arrêtez, le cathéter ne fait pas tomber, même sur une PTG, même chez un patient ambulatoire. Sur le range of motion, pas de différence à la physiothérapie, à la kiné intensive qu'on cherche à vendre comme impérieuse dans les premières heures post-opératoires. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus faire de cathéter périnerveux, parce que si le patient ne bouge pas dans les 3 jours qui suivent, eh ben, il ne va plus jamais bouger de sa vie. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Range of motion à 12 mois, kiné intensive versus pas de kiné, pas de différence. Marche, pas de différence. Qualité de vie, pas de différence. Donc en fait, votre patient, vous le laissez au fauteuil, avec des mots croisés, en post-op, avec son cathé, il a pas mal, mais il marchera aussi bien 1 an après. Il ne sera pas douloureux chronique, c'est la seule différence. Alors oui, ils vont peut-être garder une attelle, 6 heures de plus en moyenne sur les 72 premières heures. Je ne pense pas que ce soit un deal breaker. Ils ne vont pas rester plus longtemps à l'hôpital. Alors, oui, mais le cathé, c'est difficile, tu comprends, on n'a pas les infirmières ne veulent pas le faire, on n'a pas le droit, c'est limite, on va tous aller en prison. Non, la naropéine au domicile, il y a un cadre qui est fixé par la NSM depuis 2012. Okay. Utilisation à domicile des spécialités à base de ropivacaïne injectable pour l'analgésie post-opératoire par cathé périnerveux. Ça fait 11 ans que ça existe. Cotation de la prestation pour les infirmiers, c'est un AMI 4.2, ils gagnent leur vie. Décret de compétence infirmier, parce qu'on leur a créé la cotation, mais ils se disaient toujours qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, donc on l'a fait mettre dans le décret de compétence. Vous avez le droit de gérer du cathé périnerveux à domicile. Alors, je vous invite à télécharger le livre blanc de la douleur, qui parle de tout ça. Et puis, vu que ça ne suffisait toujours pas, on a créé, avec le comité douleur ALR, un cahier des charges pour les prestataires de soins à domicile pour encadrer la surveillance du cathé périnerveux. Et on a créé un livret à destination de l'infirmière qui prend en charge les cathés périnerveux à domicile. Ça veut dire qu'il y a des prestataires de soins qui sont labellisés SFAR avec notre cahier des charges, avec nos exigences. Okay. Donc il y a 2 jolis QR codes, allez-y, prenez les photos. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour mettre du cathé périnerveux. Voilà, je vous montre un petit peu les choses. Je le fais un peu vite parce qu'il ne me reste que 2 minutes 24. En gros, on a tout détaillé. On a détaillé le rôle du prestataire, on a détaillé le rôle de l'IDE, on a rappelé les décrets, etc. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler un prestataire et de lui envoyer une ordonnance de prise en charge de cathé. Le prestataire se charge d'appeler l'infirmier, se charge de fournir les poches, se charge de fournir la pompe. Vous posez votre cathé, le patient s'en va. Okay. Au départ, la première semaine, vous allez découvrir le process de soins et puis après, ce sera réglé, vous allez en mettre. Si on en fait, nous, on en fait dans le cadre d'une activité privée avec des hauts volumes, vous pouvez en faire. Il n'y a rien de compliqué à mettre un cathé périnerveux, il faut arrêter de mystifier ça. Le livret de l'infirmier, on l'a fait joli, avec des couleurs, on leur parle des risques. Ça n'existe pas, les risques. Pourquoi la NSM, en 2012, a autorisé la ropie en périneural? Parce que si vous mettez ça dans une voie centrale, il ne se passe rien, en fait. 2 mg par millilitre à 5 ml/h, on fait de la xylo intraveineuse à nos patients. On fait de la ropie, il n'y a pas de souci, en fait. Donc c'est pas grave si vous vous loupez. Ça n'arrive pas de mettre avec l'écho, de mettre un cathé dans la carotide, c'est rare quand même. Mais je veux dire, déstressez-vous là-dessus. On a quand même parlé du LAST pour l'infirmière de domicile. On a détaillé comment tester un bloc sensitif, comment savoir si le cathéter fonctionne ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a un Claude Bernard Horner avec un cathéter scalinique. Tout ça, on l'a fait pour vous, en fait, pour vous faciliter la vie et pour vous relaxer là-dessus. Voilà, donc il y a tous les cathés, il y a même des questions fréquentes, qu'est-ce que je fais s'il y a des fuites, qu'est-ce que je fais si mon cathéter s'est déplacé, etc. Et puis là, pour illustrer la discussion, je me suis filmé en train de mettre un cathéter sciatique sans IAD. Je fais le badigeon, je fais le pansement, je m'habille tout seul, etc. pour vous montrer que ça ne va pas prendre plus longtemps que les questions que vous allez me poser. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Axel de prendre ton bâton de pèlerin et de faire la tournée à chaque fois pour redéfendre le cathéter. Le temps que vous alliez au micro poser des questions, j'en suis sûr, je vais t'en poser une. Tu nous as montré le sous-score des patients non catastrophistes Ouais. Avec le résultat positif. Du coup, donc ça, on a vu que ça marchait sur la douleur, etc. Qu'est-ce que vous faites maintenant de ceux qui ont un PCS élevé du coup? Alors en fait, les catastrophistes, ils ont mal quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une grosse découverte pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, les catastrophistes avaient toujours mal, mais ils ne consommaient pas plus d'opiacés, ils ne consommaient pas plus de bolus de cathéter. Ah ben, la vidéo a disparu. Et ça, c'est un problème. Alors, ce n'est pas beaucoup de patients, c'est 10% des patients. Je pense que ces patients, c'est vraiment une catégorie de patients à part qui doit avoir une prise en charge psychologique périopératoire et ils doivent être considérés comme tels. Je pense que chez ces patients, la prescription d'opiacés est risquée. Le risque de mésusage et de chronicisation de l'utilisation des opiacés est risqué. Je pense qu'il faut vraiment faire gaffe avec ces patients. Et je pense que c'est bien de les identifier. Nous, on les tag, on tag les patients vulnérables à la douleur à la consultation, c'est-à-dire qu'un patient qui prend des opiacés en préopératoire, un patient qui a une EN supérieure ou égale à 4 en préopératoire, un patient qui est identifié comme douloureux chronique ou fibromyalgique ou qui a un PCS élevé, on va le taguer comme c'est une idée de Valéria Martinez, on met un tampon sur nos dossiers. Et donc, on est particulièrement sensible à la question avec ces patients-là. Et on va avoir tendance à mettre des cathéters pour des chirurgies mineures. C'est-à-dire que, par exemple, un hallux valgus qu'on fait en bloc de cheville, on va mettre un cathéter tibial chez ces patients-là. Donc tu continues à les mettre? Oui, je continue à les mettre parce que, quelque part, là, il y a une sorte de transfert de la responsabilité. Je ne suis pas sûr que la relation soit rationnelle en fait, à la douleur. Et donc, il faut qu'on remette un peu d'objectivité, de rationalité dedans. Et au moins, quand on a un cathéter, il n'y a plus de discussion possible. C'est-à-dire qu'on teste le bloc. Si le bloc fonctionne, on sait que la douleur s'est réglée et on peut se focaliser sur le psychologique et rassurer et dire non mais tout va bien, etc. Quand il n'y a pas de cathéter, on a toujours une arrière-pensée de dire peut-être que ce patient a mal, je vais augmenter la dose de morphine. Allez-y, je vous laisse. Alors, ça bug, hein, parce que sinon, ça met vraiment 5 minutes. Alors, deux questions. La première, on en est où des modalités de financement pour les prestataires? Parce que moi, j'avais commencé à creuser le sujet un peu il y a 1 ou 2 ans, et ils nous avaient rappelé en disant il y a un truc qui a changé, on doit payer maintenant les consommables, etc. Donc ils gagnent un peu moins d'argent, mais ils gagnent de l'argent. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, on met des cathés périnerveux à gogo, on doit en mettre une 50aine par semaine. Ils n'ont pas arrêté de prendre en charge nos cathés périnerveux. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, ils avaient le droit à une tubulure de pompe par jour pendant 3 jours. On ne change pas la tubulure tous les jours. Et donc, en fait, il y avait eu des problèmes de surfacturation et la Sécu est intervenue là-dedans et c'est très bien. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui est rentable pour eux. Et tous les big players de la prestation ont accepté de souscrire au cahier des charges, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas une histoire de transfert de fourniture du médicament par Alors la en fait, clinique, la naropéine, les poches de naropéine, c'est de la délivrance hospitalière. Donc il faut juste que votre pharmacie hospitalière mette la première poche à disposition et après c'est au prestataire d'aller à votre pharmacie pour récupérer la poche. Tout ça, ce n'est pas votre problème en fait. Vous faites la prescription et il y a un prestataire qui s'en charge et il fait son travail. C'est aussi pour ça qu'il est payé. Et deuxième question, les genoux, donc vous avez dit 6 heures d'attel, ils repartent avec une attelle à la maison ou à la clinique? Est-ce qu'ils ont systématiquement une attelle pour être levée? C'est quoi les consignes au personnel? Parce qu'on a tous vu les méta-analyses, mais pour aller vraiment dans le détail, est-ce que les gens qui ne tombent pas, ils ont tous une attelle Alors en fait, le risque de chute, il arrive pas avec le cathé fémoral ou le canal délecteur, il arrive quand on rajoute un bloc sciatique et un bloc obturateur. Et en fait, c'est là quand vous perdez les 3 piliers de la stabilité sur la jambe opérée, c'est là qu'il y a les soucis parce que vous avez un steppage et avec une Zimmer, vous marchez comme ça.
Donc évitez le bloc sciatique, faites l'IPAC, c'est très bien, plutôt que l'infiltration du chirurgien, parce qu'une fois sur 3, ça se finit en bloc sciatique, hein, l'infiltration d'un chirurgien. Donc l'IPAC, vous le contrôlez mieux que ça, vous êtes sûr que le patient n'a pas de stépage, ne faites pas de bloc obturateur, ça ne sert à rien, quand vous faites un cathé fémoral. Hein. Quand vous faites du canal des adducteurs, il faut commencer à réfléchir à l'infiltration, etc., parce que vous faites un bloc du nerf saphène. Moi, le bloc du canal des adducteurs, j'appelle ça un bloc du nerf saphène. Faut pas croire que ça bloque tout le genou, quoi. Okay. Donc tant qu'à faire un cathé, faites du fémoral. En tout cas, nous c'est ce qu'on fait. Et ils ont une attelle de type Zimmer, et ils marchent avec des béquilles pour les 3 jours où ils ont le cathéter. Et c'est pas un souci, quoi. Et après ils reprennent la kiné des J3 et ça marche très bien. Bonjour, merci pour ce topo.